Libre Santé, avec le docteur Jacques Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Bonsoir Lionel et bonsoir tout le monde. Et merci d'être à l'écoute de CLC Média pour cette reprise d'émission Libre Santé que vous allez retrouver bien évidemment tous les mardis, une fois sur deux, une fois c'est en direct, l'autre fois c'est enregistré. À la technique, nous retrouvons Jean-Yves, bien évidemment, fidèle au poste. À la caméra, Gérard. Mais alors, je précise, parce qu'on nous a posé des questions, nous avons une caméra fixe là, qui est pour Facebook. J'ouvre une petite parenthèse par rapport à Facebook. Le temps de la musique, nous sommes obligés de couper l'antenne. Je ne me trompe pas, Jean-Yves, on ne passe pas sur Facebook la musique. Ça nous est interdit. C'est comme ça, c'est la réglementation. Pourtant, on paie à la SACEM des droits d'auteur, mais bon, voilà. Bon. Et nous avons une autre caméra fixe, c'est aussi, bien évidemment, pilotée par notre ami Gérard, et qui, lui, bien évidemment, fait le montage qui va être mis sur YouTube. Vous pouvez y aller, vous retrouvez toutes nos émissions en très très bonne qualité vidéo, bien évidemment, puisque c'est du matériel professionnel. Vous faites CLC Web Radio sur YouTube, vous vous abonnez, faites-le. Comme ça, vous êtes averti quand il y a une nouvelle émission qui est mise en place. Donc cette émission Libre Santé et la prochaine que je vais annoncer, vous allez la retrouver sur YouTube dans 3 jours à peu près, on va dire. Hein. Voilà, vous nous accordez un jour, à environ 3 jours, 3-4 jours. Allez, voilà, le temps du montage, la mise en place, etc., etc. La caméra de Gérard, donc pour YouTube. Bien évidemment, sur Facebook, vous l'avez en direct, mais j'insiste bien, voilà, si vous nous perdez, rebranchez-vous et vous allez nous retrouver très facilement. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Aidez-moi, Gérard, Jean-Yves, c'est bon impeccable. Bon, et puis deuxième heure, alors là, avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, nous sommes ensemble jusqu'à 18h, et à partir de 18h, nous aurons l'agréable visite de Jérôme Cosnard, qui est le maire de Coutras, et qui va venir nous parler du déconfinement. Je sais que vous avez déjà posé des questions à la mairie de Coutras. Vous aurez les réponses dans 1 heure environ. Et voilà, je vous ai à peu près tout dit. Maintenant, nous allons rentrer aussi avec le docteur Jacques-Michel Lacroix sur ce Covid-19. Bien évidemment, c'est encore d'actualité. Vous allez être peut-être surpris. J'ai été surpris. Enfin, on m'a averti qu'il y aurait des chiffres un peu surprises. Bon, vous allez voir qu'on n'est pas d'accord sur tout ici à CLC Média et on n'aura pas peur de vous dire ce que l'on pense. Restez bien à l'écoute. Docteur Jacques-Michel Lacroix, c'est à vous. Oui, c'est pas qu'on cherche à ne pas être d'accord, c'est qu'on cherche simplement à donner la vérité. Alors, à votre avis, Lionel, combien a-t-on eu de morts supplémentaires ce premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'année passée? Donc janvier, février, mars. Oui. Alors, combien de morts ? Je ne me rappelle pas des chiffres, au moins dans le mois de mars, par rapport au Covid-19. Je ne sais pas. Bon, je dirais 1000. Oui, alors moi, pour être sûr de mes chiffres, je suis allé ce matin sur le site de l'INSEE. Oui. Qui ne peut pas être mis en cause. Et j'ai relevé les chiffres. Alors, en 2020, c'est-à-dire cette année, janvier, février, mars, 166 400 morts. Par rapport à la santé. Oui, en tout. En tout, ah oui, d'accord. 166 400 morts. L'an dernier... 166 000, oui. Oui. L'an dernier, même chiffre. Il y a 2 ans, il y en avait 172 000, c'est-à-dire encore, il y en avait plus. Et en 2017, 170 000. Autrement dit, cette année, on a moins de morts au premier trimestre que nous n'en avions eu les 3 années précédentes. Alors, moi, je veux bien qu'on prenne des mesures très contraignantes. On va en parler. Mais jusqu'à preuve du contraire, et il faudrait qu'il me prouve le contraire, là, puisque ce sont les chiffres, tout ce qu'il y a de plus officiel. Il vient une chose à l'idée, à la tête. On a circulé un petit peu moins, il y a moins de morts sur les routes. Est-ce que ça pourrait jouer? Oui, un petit peu. Ça joue un peu.
Bien sûr, ça joue Enfin, un c'est peu. pas... Ça joue un peu, mais enfin, les morts sur les routes, c'est pas des milliers par mois. C'est bon, donc ça joue un peu effectivement, oui. Mais enfin, ça n'est pas non plus l'hécatombe à laquelle qu'on nous avait promis il y a 2 mois, et pour laquelle on nous a fait subir le confinement, et qui n'est pas fini toujours, toutes les règles, et tous les désastres économiques, surtout pour les petits commerçants, pour les artisans, et tous ces gens-là qui n'ont pas de réserve financière, qui vont être obligés de déposer le bilan pour la plupart. Donc, voilà. Moi, Mais alors, attendez, là, je m'en fie aux on chiffres. n'assiste pas quand même à une supercherie, quoi. C'est énorme. Sinon, bon, la maladie est là. De toute façon, il y a eu des morts. Donc, c'est incontestable. La maladie est là. C'est vrai que c'est un virus qui, généralement, qu'on connaît, hein, on en a tous les hivers, on en a plein de coronavirus, qui nous donnent des rhumes, des rhinites, des épisodes grippaux, etc. Mais celui-là, il est plus corsé que les autres. C'est vrai, et il peut donner des cas graves, et on a à peu près 1,5 à 2% de morts à cause de ce virus. Et pas beaucoup plus que la grippe. Non, si, quand même. La grippe, c'est 0,5%. Oui, je dis, bon, c'est pas beaucoup mais plus. En chiffre total, non, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, puisque la grippe, au cours de ces 30 dernières années, là, elle a dépassé 30 000 morts, quelquefois, par an. On n'y est pas encore, nous, et heureusement. On n'en est pas loin, peut-être, quand même. Oui, mais enfin, bon... on n'y est pas. On n'y est pas. Je suis d'accord. Et ça touche aussi des gens fragilisés, des gens âgés la plupart du temps. Les gens jeunes, en général, s'en sortent bien. Soit ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont le virus. Seulement, il y a à peu près, pas 6 mois, mais ça devait être en novembre, il y a un institut, je crois que c'est Ferguson, en Grande-Bretagne, qui a annoncé, un institut de prospective médicale et sanitaire, qu'il allait y avoir un virus qui allait tout détruire et qu'on aurait au moins 500 000 morts en France. Donc, je pense que le ministère de la Santé se sont un peu affolés. Ils se sont un peu affolés. Ils se sont affolés, mais pas trop préparés. Eh bien, le problème... Alors voilà, on va arriver au fond du problème. Depuis 30 ans, on a réduit de manière dramatique le nombre de lits dans l'hospitalisation publique. C'est-à-dire qu'on a supprimé entre 25 et 30 000 lits. Je ne sais plus combien. Je dis depuis 30 ans parce que je ne voudrais pas qu'on nous accuse d'aller contre le gouvernement. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Donc, et ce n'est pas lui en particulier, mais ce sont nos dirigeants depuis 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on a réduit autant les lits ? Parce qu'il fallait que les hôpitaux soient rentables. Autrement dit, il fallait diminuer le nombre de lits de façon à ne garder que les lits les plus rentables. Et nos directeurs d'hôpitaux, qui ne sont plus, comme ils l'étaient il y a une trentaine d'années, des gens qui étaient au service d'une administration pour le bien des malades, ce sont des gens qui gèrent des entreprises. Et comme tous ceux qui gèrent les entreprises, il ne faut pas avoir de stock, parce que le stock coûte cher. Et c'est pour ça qu'on retrouve les malades sont traités en flux tendu, c'est-à-dire que vous êtes hospitalisé parce que vous avez, peu importe, une infection quelconque. Il se trouve que vous avez besoin de passer en soins intensifs parce que votre état s'est un peu aggravé, mais il n'y a pas de lit de soins intensifs parce qu'on a diminué le nombre. Eh bien, on vous envoie à Nancy ou à Marseille ou à Strasbourg ou à Nantes, où là, ils ont trouvé un lit de libre. Non, mais on veut pas de cette santé à 2 balles, quoi. Excusez l'expression. C'est pas de la santé à 2 balles. Ils estiment qu'il faut supprimer les petits hôpitaux. C'est ce qu'ils ont fait depuis déjà une quinzaine d'années. C'est une erreur. Ah oui, mais les petits hôpitaux n'étaient pas rentables. Donc, et la santé, c'est pas une question de rentabilité. Eh bien, pour eux, si. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en arrive au point où on en est arrivé. Maintenant, dans ce cas, il faudrait que l'éducation nationale soit rentable, que l'armée soit rentable. Il y a des secteurs où on peut accepter que ça ne soit pas rentable, mais parce que c'est pour le bien de la société. Bon, donc on s'est retrouvé avec beaucoup moins de lits qu'il y a quelques années, et on a vu arriver cette vague d'épidémie, et on a eu peur que ça ne sature
tous les lits d'hôpitaux. Parce que nos administratifs, on en parlera tout à l'heure, n'ont absolument pas fait confiance aux médecins généralistes et ont décidé de tout envoyer dans les hôpitaux. Souvenez-vous, il y a 3 mois, on vous disait, si vous avez de la fièvre, si vous toussez, appelez le 15. On ne vous disait pas, allez voir votre médecin. Si on avait dit, allez voir votre médecin, le médecin aurait pu voir si c'était susceptible d'être grave ou pas. Et vous envoyer à l'hôpital si besoin. D'accord. Petit bémol quand même, c'est qu'aujourd'hui quand même, pour aller voir son médecin, même traitant, c'est parfois très compliqué. Oui. Vous serez d'accord avec moi là-dessus. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont fermé parce que depuis 2 mois, ils travaillent. Oui, enfin même avant quand même. Hein. Alors, c'est vrai que les généralistes sont beaucoup moins disponibles qu'avant. Voilà. C'est exact. On ne parle pas des spécialistes. Ah, c'est pire. Non, c'est pire. Donc, effectivement. Mais on aurait pu envoyer et demander aux médecins généralistes de faire un effort pour recevoir. Au lieu de ça, on a envoyé tout le monde à l'hôpital. Moralité, on a saturé d'abord le centre 15. Il y avait à peu près une demi-heure ou 3/4 d'heure d'attente au centre 15. Donc, si vous aviez un accident, si vous aviez un infarctus du myocarde ou autre, vous pouviez crever sur place. Hein, parce que... bon. Et ensuite, on a saturé les lits d'hospitalisation les lits de réanimation. Parce que ce virus, quand ça s'aggrave, souvent, ça s'aggrave de manière importante. Et il faut avoir recours à de la réanimation. Mais on a saturé les lits d'hôpitaux publics. Il y avait des lits de libre dans l'hospitalisation privée, dont on ne s'est pas servi. Alors Et pourquoi je n'en sais rien. Il faut leur demander. Faut leur demander. C'est incroyable ça quand même. Oui, mais c'est pourtant comme ça. Et le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, il y a un mois ou un mois et demi, a dit, moi j'ai je ne sais plus combien de lits de libres, on ne m'a pas demandé à les utiliser. On s'est débrouillé pour repousser des interventions, etc., pour avoir des lits de libre, et ils sont vides. Alors, il y a quelque chose qu'on comprend mal. Ce qu'on comprend mal aussi, c'est que l'Allemagne, qu'on nous cite souvent en exemple, comme l'Allemagne, etc., On n'en parle pas beaucoup, moi, je trouve, de l'Allemagne. Oui, ben, il vaut mieux qu'ils n'en parlent pas trop, là, parce que l'Allemagne a beaucoup moins de morts et beaucoup moins que nous. Ils sont pourtant à presque 10 millions de plus que nous. Ils ont des frais de santé, un budget de la santé qui est à peu près l'équivalent du nôtre, mais avec 10 millions de population de plus. Mais ils avaient, je crois, 28 000 lits de réanimation quand nous n'en avions que 6 000. Ah oui, quand même. Oui. Ils ont davantage de lits d'hospitalisation en général. Ils ont beaucoup plus de médecins que nous et beaucoup plus d'infirmières. Et en plus, ils sont mieux payés. Alors, on peut-être se poser quand même quelques questions. Et c'est pas étonnant qu'ils aient eu moins de morts et moins d'hospitalisation, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire il y a 3 mois et qu'on nous demande de faire maintenant, alors que maintenant ça ne va plus servir à rien, parce que l'épidémie est en train de finir. Mais c'était ce qu'il fallait faire il y a 3 mois, c'est-à-dire porter des masques, particulièrement dans les transports publics, particulièrement là où il y a plusieurs personnes ensemble, et puis dépister les malades atteints et leur demander de rester chez eux. Donc, voilà, donc on ne peut pas être très satisfait de ce qui a été fait. Alors on peut se demander pourquoi. Et ça, on pourra essayer d'y répondre tout à l'heure. D'accord. Nous allons faire une pause musicale. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de son sur Facebook puisque nous avons de la musique, nous n'avons pas le droit de la diffuser. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Voilà, nous nous retrouvons dans l'émission Libre Santé. Nous sommes en train de contrôler, parce que nous avions un petit problème de son sur Facebook uniquement, bien évidemment. Voilà, si vous ne nous entendez pas sur Facebook, vous prenez l'application que vous avez chargée sur votre téléphone. Est-ce que c'est bon, Jean-Yves ? Non, on n'a toujours pas le son sur Facebook. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être l'époque qui veut ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, si vous ne nous entendez pas sur Facebook, d'ailleurs, je lance un appel qui ne sert à rien, mais en tout cas, sachez que vous pouvez nous recevoir dans les conditions normales sur les applications que nous possédons
sur votre téléphone, sur le bouquet Orange Radio, etc., etc., etc. Bon, les techniciens continuent à faire pour essayer de trouver cette solution. Nous, on continue avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Devinez de quoi nous parlions? Eh bien, nous parlons du Covid-19. Alors, là, maintenant, on change de sujet ou c'est la continuité tout à l'heure, un peu la continuité, bien évidemment. On parlera des masques, parce que là, j'ai deux, trois petites choses à dire. Et donc, la parole est à vous, cher ami. Alors, il y a tellement à dire que je ne sais pas par où commencer. Il faut lire ce qui s'écrit là-dessus. Il faut recouper les articles pour essayer de voir si ce n'est pas des fake news, évidemment. Et à ce propos, comme il y a beaucoup d'articles actuellement qui déplaisent à nos dirigeants, on nous a annoncé que la crise... Le ministère, Madame Ndiaye, qui est la représentante du gouvernement, a annoncé que la crise du Covid-19 favorise la propagation des fake news. Donc, elle estime qu'il est nécessaire de se fier à des sources d'informations sûres et vérifiées. C'est pourquoi le site du gouvernement propose désormais un espace dédié. Autrement dit, c'est la censure, on revient à la censure. Alors, ils ne pourront pas censurer parce que maintenant, les moyens d'information sont trop dispersés, quoi. Avec le net, tout le monde peut s'exprimer. Mais ils mettent un site gouvernemental pour dire ceci est vrai, ceci n'est pas vrai, ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Et comme ça, orienter l'opinion, ou en tout cas, ceux qui font l'opinion, c'est-à-dire les journalistes... les gens comme ça, qui pourront se référer à ce site gouvernemental, et s'ils sont un peu trouillards, ou s'ils n'osent pas trop dire, eh bien, ils s'en tiendront à ce que le gouvernement veut qu'on dise. Alors, si ça, c'est pas de la censure, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est quand même... Bon, alors... parce que de toute façon... Depuis le début, c'est comme quand on avait dit aussi que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à nos frontières. Enfin, bon, on en a entendu des vers des pas mûrs depuis X temps. Madame Buzyn a dit des tas j'allais dire de conneries, mais c'est vraiment ça quand même. Il y a des énormités, ça c'est certain. En début d'épidémie qui se sont révélées absolument faux. Quelques temps plus tard. Ne parlons pas de la porte-parole du gouvernement. Alors non, elle est tellement folklorique que... C'est 4 étoiles, moi j'aurais tendance à dire. Voilà. Alors qu'il s'agisse des masques, des tests, des respirateurs, de la non-fermeture des frontières, des traitements, tout dans la communication du gouvernement aura été marqué par le sceau de la dissimulation. Alors pourquoi... Mais ça c'est très très grave. Hein. Eh oui, nous grave. Dire au départ, bon ça on l'a entendu 10 fois, 100 fois, les masques, c'est pas la peine d'en mettre, ça sert à rien. Et puis après, vite, il faut en mettre. On n'a pas de masque, maintenant il y a des masques, c'était gratuit, maintenant c'est payant. Petite remarque et petite parenthèse quand même, on dit aux gens d'aller acheter des masques et on paie une TVA sur ces masques. J'ai entendu... là, qu'il allait y avoir 400 millions de masques. Prenez un papier, un crayon, à 20%, il n'y en a même peut-être pas besoin du papier et un crayon pour calculer. C'est peut-être pas 20%. Ah si, c'est 20%. C'est 20%. Ah, moi, j'ai la preuve. Ah bon? J'ai la preuve. Ticket de grande surface, les masques taxés à 20%. Alors, c'est pire que je pensais. Eh oui. Et donc là, l'État récupère encore... mais quand même, ce virus... c'est pas quelque chose que les Français ont demandé, bien évidemment. Mais à quoi servent les impôts que nous payons, les taxes que nous payons? Moi, je le dis à ceux et celles qui nous écoutent. En dormant, sachez-le, c'est pas une boutade. On paie des taxes, même en dormant. On paie des taxes. Parce que vous avez quelque chose qui va fonctionner chez vous. Voilà, à l'électricité, si vous avez... l'électricité, vous payez des taxes. On paie des taxes 24 heures sur 24. Mais à quoi sert notre argent, quelque part? Moi, je veux bien, on doit aider, participer. Il y a ces fabrications de masques. Moi, personnellement, je suis très réservé là-dessus. Très, très réservé. Bon, allez, c'est une mode qui a été lancée.
je vais en faire bondir sûrement certains. Je suis pour qu'on aide son prochain, bien évidemment. Mais enfin là, je trouve qu'on nous prend un peu trop pour des gogoles. Non seulement on nous prend pour des cons, on peut dire le mot, mais en plus de ça, ils veulent lancer une sorte de téléthon ou je sais pas quoi pour les hôpitaux publics. Alors là, c'est quand même, là, c'est quand même enfoncer le bouchon un peu loin. On paie des impôts pour avoir des hôpitaux, mais comme ils sont, bon, je sais pas, c'est même pas pensable, quoi. Et malheureusement, il y a des gens peut-être qui vont se faire prendre à ça. Moi, je refuse absolument à donner le moindre centime à ceux qui, normalement, doivent être payés par mes impôts. Donc, bon. Alors, pour en revenir sur les masques, si vous voulez, actuellement, il y a des professionnels de santé, quand même, qui commencent à s'émouvoir et à dire comment se fait-il que les pharmaciens n'aient pas pu en avoir. Moi, en tant que professionnel de santé, j'avais droit... Non, maintenant, je crois qu'ils sont passés à 18 depuis cette semaine. J'avais droit à 6 masques par semaine. Bon, j'en faisais un par jour, quoi. Voilà. Donc, et puis, subitement, les grandes surfaces vont se mettre à en distribuer et on apprend qu'il y a je ne sais pas combien de dizaines de millions de masques en stock. Alors, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, mais ça ne choque apparemment personne, sauf ceux qui, comme nous, ici, passons pour des gens, des râleurs. C'est pas râler, c'est s'insurger contre des injustices et contre des choses absolument anormales. On nous disait il y a 3 mois, le masque est parfaitement inutile, ça ne sert à rien. Alors dans ce cas, déjà, les gens qui ont un peu de bon sens pouvaient se demander pourquoi, dans ce cas, les chirurgiens mettaient un masque dans les salles d'opération, puisque ça ne sert à rien, autant qu'ils aillent opérer avec la clope au bec, quoi. Bon, pourquoi pas? Non, mais les masques ne servent pas à se protéger soi, c'est vrai, mais ça sert à protéger celui qui est en face de vous. Donc, si tout le monde en a, on se protège mutuellement. Et il y a 3 mois, on aurait dû obliger le port des masques dans les réunions, à la terrasse des cafés au besoin, et surtout dans les transports en commun. Parce que moi, je vais à Bordeaux relativement souvent, je prends le tram. Aux heures d'affluence, si quelqu'un a une maladie infectieuse à côté de vous, il y a quand même 8 chances sur 10 pour l'attraper, quoi. Donc, alors qu'avec les masques, ça limite la contagion. Ça n'est pas l'arme absolue, mais ça limite. Alors, on n'avait pas de masque, donc les masques étaient inutiles. On n'avait pas de quoi faire des tests, donc les tests étaient inutiles. Et après, on va voir avec les tests, d'ailleurs, ce qu'ils veulent faire faire. Et on n'avait pas de lits d'hôpitaux suffisants, donc il fallait éviter que les gens se ruent à l'hôpital, donc on a décidé le confinement, pour essayer de retarder le pic épidémique, de façon à laisser le temps aux hôpitaux de traiter les malades. Alors tout ce cafouillage, et je suis modeste, ça vient d'où? Des politiques, des responsables de santé, d'après vous, c'est... ou c'est à plusieurs... Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des politiques qui sont, à mon avis, ceux-là comme ceux d'avant, qui n'ont pas suffisamment de personnalité, qui n'ont pas un axe philosophique bien défini, et qui donc, sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, s'en réfèrent uniquement à des fonctionnaires, aux fonctionnaires du ministère de la Santé, dont on va dire 2 mots, et qui leur donnent des avis, et ils appliquent ces avis. Parce que, et on peut le comprendre, mais à condition que, pour appliquer ces avis, ils les mettent quand même en balance avec des références sociales, avec des références politiques, et qui n'acceptent pas comme ça n'importe quel... Parce que si vous demandez, moi en tant que médecin, vous me demandez mon avis en cas d'épidémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, dire tout de suite, meilleure solution, tout le monde chez soi, personne ne sort. Et l'épidémie, elle va s'arrêter. Bon, maintenant, en attendant, il faut nourrir les gens, il faut faire marcher le pays. Donc, cette solution n'est pas possible. Mais si on s'en tient à des critères uniquement techniques, on peut dire ça. Donc, nos fonctionnaires du ministère de la Santé, ils sont non seulement incompétents, mais en plus orgueilleux. Et ça, c'est assez désagréable. Et en plus, ils font venir des experts qui, pour la plupart,
pour la plupart, je dis bien, sont des gens qui ont maille à partir, ou qui sont payés par l'industrie pharmaceutique. Alors, ça décrédibilise un petit peu quand même leur discours. Alors là-dedans, et je peux le dire, ça ne me gêne pas du tout, il y en a qu'un qui a... il y a des médecins généralistes qui ont dit des choses intéressantes aussi, parce qu'ils parlaient, ils n'avaient pas d'intérêt à défendre. Et il y en a un autre qui a dit des choses intéressantes, c'est le fameux professeur Raoult, dont tout le monde a entendu parler, parce que lui, il n'avait pas à défendre un marché particulier, vu que les produits qu'il préconisait étaient des produits déjà en vente depuis 50 ans dans notre pays, que les médecins connaissent bien, dont ils connaissent bien les contre-indications, dont ils connaissent bien les effets secondaires. Ça vaut 3 francs 6 sous la boîte, et il proposait simplement d'utiliser l'hydroxychloroquine associée à un ou deux antibiotiques pour lutter contre ce virus. Ça ne gêne personne. Il n'y a pas besoin de faire des tas d'études pour savoir si c'est toxique ou pas, puisque ce sont des produits qui sont très anciens, qui étaient en vente libre et qui sont maintenant sur ordonnance, mais qui sont très anciens. Donc tous les médecins connaissent bien. Et il a dit, si vous voulez, utilisez ça, vous allez voir, ça donne des résultats intéressants. Ils lui sont tombés dessus comme c'est pas possible, en disant c'est un imbécile, bon. Je ne parle pas de Cohn-Bendit qui n'y connaît rien, mais qui s'est cru obligé d'ouvrir sa grande bouche. Je me demande pourquoi il est encore en liberté, lui. Enfin. Et alors, à part quelques personnes, tous les autres, dans le discours qu'ils tenaient des discours qui étaient plus ou moins inféodés à des arrière-pensées économiques. En dehors de ça, au ministère de la Santé, ils ont commencé déjà par nous faire voir la preuve de leur incapacité dans l'affaire de la grippe aviaire qui y a eu dans les années 2003 ou 2004, je ne sais plus. Et je me souviens, à l'époque, j'étais médecin hospitalier, ils nous ont fait des conférences pour nous dire, attention, il y a un virus qui arrive, tout le monde va mourir, vous aussi peut-être. Alors on a prévu, par exemple sur les Bournes, ils avaient prévu que le gymnase Cagny serait transformé en chapelle ardente pour mettre les corps. On devait creuser des fosses communes, enfin, etc., etc. Bon, ils se seraient un peu mieux renseignés, ils auraient peut-être vu que la grippe aviaire, ça a fait un pchit, il n'y a eu rien du tout. Il y a peut-être eu quelques dizaines de morts, et encore, j'en suis pas sûr. Bon, ça fait rien. Ils n'ont pas revu pour autant leur manière de réfléchir, leur manière de calculer, parce que tout ça, ça se fait aussi, il faut savoir, avec des algorithmes mathématiques qui font qu'on se dit, s'il y a tant d'hospitalisations, s'il y a tant de trucs, s'il y a tant de pingouins qui traversent la plage, et tant d'hirondelles qui nichent au-dessus du nid, là, il y aura tant de morts. Bon. Arrive la grippe H1N1, quelques années après, c'était en 2009, et là, les mêmes nous ressortent les plans qu'ils avaient prévus pour la grippe aviaire, en se disant « Ah, la grippe aviaire, ça n'a été rien, mais là, ça va être quelque chose, et nous, on a les plans. » Et ils vont proposer ces plans aux politiques, en disant « Voilà, on a prévu, il faut faire ça, comme ça. » Alors, je comprends que les politiques se laissent influencés par des gens qui sont censés connaître le truc. Mais la grippe des années 2009, ça a été une grippette. Et si c'était un peu mieux renseigné, ils auraient téléphoné à leurs collègues ou regardé les chiffres de ce qui s'était passé 6 mois avant dans l'hémisphère sud, puisque la grippe, elle arrive, c'est un virus saisonnier. Donc, dans l'hémisphère sud, ils avaient eu la grippe 6 mois avant nous. Et moi, à cette époque-là, j'étais au Pérou, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas... oui, il y avait peut-être des grippes, oui, bon, il y avait des gens enrhumés. Enfin, ça s'arrêtait là, quoi. Il n'y avait pas de... Donc, il était probable qu'en France, avec le même virus, on aurait les mêmes résultats. Moyennant quoi, ils nous ont fait dépenser des millions, ou si ce n'est pas des milliards, pour acheter des masques. Ça, ce n'était pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, on les a détruits après parce qu'on a considéré que ça ne servait à rien. Bon, mais ça, ce n'était pas une mauvaise chose. Et ils ont fait faire des campagnes de vaccination qui n'ont absolument pas porté leurs fruits, puisqu'il fallait se rendre dans des lieux de vaccination, alors qu'ils auraient dit aux médecins généralistes, encore une fois, mais qui méprisaient souverainement, ils auraient demandé aux médecins généralistes de vacciner leur clientèle, ça aurait été quand même 10 fois plus efficace. Bon, heureusement, c'était une grippette. Donc, ça s'est bien terminé
pour tout le monde. Et puis, voilà, dis pas que 10 ans plus tard, maintenant, nous arrive un autre virus qui, d'après des études du cabinet Ferguson, là, je ne sais plus comment il s'appelle, va faire 500 000 morts en France. Oh, on ressort les vieux plans. Et on fait venir sur les écrans tous ceux qui vont nous prédire la fin du monde et nous dire que si on a de la chance de les voir aujourd'hui, parce que demain, c'est pas sûr qu'on puisse voir l'écran, on sera peut-être mort. Non, c'est ridicule, ça. Enfin, il faut arrêter, quoi. Et malheureusement, je pense qu'il faut attendre que ces gens-là soient à la retraite pour qu'il y en ait des nouveaux qui soient peut-être un peu moins cons, qui fassent des schémas un peu plus crédibles. Mais on en est là. Bien, nous allons faire notre deuxième pause musicale et nous allons parler, je pense, parce qu'il va nous rester pas beaucoup de temps, du déconfinement qui arrive là dans les quelques jours qui suivent. À tout de suite. Petite coupure musicale, mais c'est bon, hein. On est là. On est là avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous accueillons Jérôme Cosnard, le maire de Coutras, qui va intervenir à partir de 18h avec plein d'informations, bien sûr, pour Coutras. On parlait donc de ce Covid-19 avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. C'est pas revenu sur Facebook. Si, c'est revenu sur Facebook. Ah bon, alors si c'est revenu, oui, c'est ça, c'est revenu. Le 11 mai, on nous annonce le déconfinement. Ça va être jeudi 7 confirmé. Ou pas? Je ne vois pas à quoi sert ce suspense. Voilà. Non, c'est que je cherche en même temps la page Facebook que je ne trouve pas sur... bon, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas le direct apparemment. Mais bon, je me trompe peut-être. Hein. Si, ça y est, ça a l'air d'être revenu. Oui, c'est bon, c'est bien. Donc le déconfinement arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Je me doutais de la réponse. Chacun va se débrouiller comme il pourra. Ah oui, c'est l'article 22. Chacun se démerde comme il peut. C'est ça, oui. Oui, à peu près, oui. Et alors, il est certain qu'il va falloir mettre des masques dans les transports en commun, dès qu'il y a des petites réunions. Là, nous, on n'en a pas mis tous les deux. On le voit à l'écran parce qu'on a une distance qui nous sépare. Il va falloir respecter ça. Il ne faut quand même pas non plus mentir aux gens. Il faut dire qu'on est en fin d'épidémie. Je pense qu'elle va s'arrêter dans quelques semaines. Et que donc, on n'aura peut-être plus ces contraintes pendant trop longtemps. Parce que sinon, ça va être invivable. On ne comprend pas pourquoi les gens ne peuvent pas aller sur les plages. Oui, médicalement, il n'y a aucune raison à ce que les gens ne puissent pas aller sur les plages. Alors qu'ils ne se mettent pas à touche-touche, ça c'est sûr. Bon, d'accord. Mais aller se promener sur les plages. Par contre, on accepte qu'ils prennent les transports en commun. Alors, il faut être logique. C'est soit l'un, soit l'autre. Il vaut mieux, moi je préférerais aller sur la plage qu'aller prendre le bus ou le tram à Bordeaux. C'est certain. Je prends moins de risques. C'est bien plus agréable à regarder les sirènes en maillot de bain. Oui, non, je croyais que vous alliez parler les gens avec leur cabane dans les transports. Oui, évidemment. Oui, non, je croyais que vous alliez dire 2 mots de mon corps d'athlète. Mais bon. Non, j'ai peur. Ouais. Et de toute façon, je pense qu'on ne pourra pas revenir au confinement. Ou alors les gens vont descendre dans la rue. S'ils ne le font pas, alors ils auront que ce qu'ils méritent. Enfin, à mon avis, bon. Moi, j'ai peur quand même qu'ils descendent dans la rue. Qu'ils descendent dans la rue au moment du déconfinement. Je sais pas, j'ai quelques oreilles qui traînent à droite, à gauche. Je sais pas. En tout cas, par exemple, des tentatives, en tout cas. Par exemple, le personnel de santé, là, que tout le monde s'amuse à applaudir à 20h. On s'en fout des applaudissements. Enfin, on est bien content, ça fait plaisir 1 fois, 2 fois. Bon, mais ce qu'on veut, c'est des budgets pour avoir plus de personnel. Plus de personnel dans les hôpitaux, plus de lits. Que les gens fassent pression pour ça. Mais voilà, ça, pour c'est ça. Intéressant, oui. Mais quand les infirmières vont aller manifester dans la rue, on va leur envoyer les CRS. On ne va pas leur envoyer quelqu'un avec une cagnotte. Alors, tout ça, c'est un peu énervant, quoi. Alors, sinon, comment ça va se passer? Oui, nous sommes une émission Libre Santé. Moi, j'aimerais aussi... Est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils, quand même? Oui, mais avant, je veux dénoncer quelque chose. Oui, alors là, je suis très preneur. C'est la dernière trouvaille du gouvernement qui veut transformer les médecins en chasseurs de primes. C'est vrai. Ouais, ça, c'est très grave. Ah oui, ça, c'est très grave. C'est incroyable. On ne s'est pas préoccupé des médecins généralistes en début d'épidémie, alors qu'ils auraient été
un relais sanitaire important. Pardon, je vous coupe 30 secondes. On me demande, je vois Geneviève Schmitt qui me demande qui est la personne qui parle de dos. Alors, j'explique, pardon, mais il faut l'expliquer aussi aux gens. On a notre caméra ici pour Facebook et le docteur Jacques Michel Lacroix est un peu éloigné de moi et donc on le voit de dos. Bon, je suis désolé. Par contre, avec la caméra de Gérard, dans 48 heures, vous allez avoir une autre vue et vous verrez tout le monde tous les deux de face. Voilà. Donc on peut pas faire autrement. C'est pas possible. Notre studio est un petit peu exigu et donc quand on aura 3 étages pour nous, bon alors là ça sera complètement différent. Je me tourne vers le maire. Non, je plaisante. Mais bon voilà, on n'a pas non plus 50 caméras, on n'est pas un studio de télévision et donc on est une radio avant tout. Hein. Voilà, donc normalement on devrait nous écouter sans nous voir. Mais ici à CLC Média, on essaie de faire les choses le mieux possible. Pardon, docteur Jacques Michel Lacroix, de vous avoir coupé, mais c'est une petite précision importante. Donc oui, de temps en temps, vous faites un petit bonjour à la caméra à Facebook. Voilà. Le scandale là, dont je voulais parler, c'est que depuis quelques jours, on va proposer gratuitement aux médecins généralistes une plateforme de télésuivi qui s'appellera Covidom et qui va leur permettre de dénoncer les malades qui seront positifs après les tests. Ce qui est un peu gênant, il y a le pour, il y a le contre. Le pour, ça serait au besoin de pouvoir cibler les malades ou ceux qui sont susceptibles de transmettre le virus et ainsi de limiter la propagation. Bon, mais ça, de toute façon, on n'a pas attendu ça pour le faire. Plus embêtant, c'est que c'est réalisé, la mise en place gratuite de ce système a été réalisée grâce au soutien financier de Novo Nordisk, Johnson & Johnson France, La Poste et Malakoff Humaniste. Autrement dit, ce sont, en tout cas, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, sont des laboratoires pharmaceutiques. Et s'ils proposent un accès gratuit à cette plateforme, comme vous le savez, sur Internet, rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est vous qui êtes la marchandise. Hein. Donc là, je pense que c'est le malade qui sera la marchandise. Alors comment ça va se passer ? Je vois un patient, vous par exemple, je vous fais faire un test, c'est positif, je vais sur la plateforme, désigner, je mets votre nom, votre prénom, numéro de sécu, et je dis attention, celui-là est positif. Ça part à la sécu, qui va vous envoyer normalement des anges gardiens, comme ils appellent. Les brigades du tigre. Les brigades, oui, c'est ça, pour venir chez vous et voir qui est-ce que vous avez pu contaminer. Et puis, l'acquisition, etc. Alors, on va dire tout ça, pourquoi pas après tout ? Ben si, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y a des maladies à déclaration obligatoire. Et on peut admettre que le Covid-19 soit à déclaration obligatoire. Comme la rougeole, comme la vérole, comme etc. Bon. Mais dans ce cas, la déclaration, nous, on a l'obligation de signaler les cas qu'on voit, mais c'est anonyme. Ça n'est pas avec votre nom et tout. Donc, ça sert en tant que santé publique d'avoir des statistiques là-dessus, mais ça n'est pas nominatif. Et si on nous demande que ce soit nominatif, j'espère que les médecins généralistes vont se relâcher là-dessus et se mobiliser là-dessus. C'est une atteinte très grave au serment d'Hippocrate parce qu'il y a une dénonciation du secret médical. Et si on commence à ouvrir et à permettre la dénonciation du secret médical, ça sera bien sûr toujours pour une bonne cause. C'est jamais en disant c'est pour que celui-là c'est un imbécile. Non, ce sera toujours pour une bonne cause. Donc, si on commence à ouvrir, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Donc, j'espère que les médecins ne souscriront absolument pas à ça. Par contre, pour qu'ils essaient d'y souscrire, on leur propose 55 € par malade dénoncé quand même. Alors ça, moi j'appelle ça de la délation pure et simple. On veut transformer les médecins généralistes en chasseurs de primes. Répétez-nous ça, c'est quand même incroyable. Oui, ça, j'étais pas au courant. Ah ben si, non mais c'est pas une histoire. Ah oui. Moi, 55 € par malade pour les médecins qui vont donc dénoncer ces malades à la Sécu. Voilà. C'est sorti hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, dans un journal médical qui s'appelle Egora.
Et le médecin énorme. qui remplira ce truc aura 55 €. Donc, on transforme le médecin en chasseur de primes. Et moi, j'aurai encore un cabinet en ville. J'aurais mis Wanted, coronavirus positif, dead or alive. Hein. Donc, Bon, je lis ce que nous écrit Geneviève, toujours là. Ce médecin a raison en parlant de vous. Les assurances risquent de s'emparer des informations. Mais bien sûr, évidemment. Mais non, mais dès qu'on commence à tracer les gens, c'est pour ça. Alors après, comme par hasard, on vous dira non, on ne va pas s'en servir, évidemment, bien sûr, on ne va pas dire le contraire. Et puis un jour, vous aurez besoin d'aller faire un emprunt. Et on vous dira non, on ne peut pas, on est désolé. On ne vous dira pas, ah oui, parce que vous avez eu un cancer il y a 2 ans, donc je ne sais pas. Bon. Donc le secret médical, il sert à ça. Il n'est pas là pour protéger les médecins, le secret médical, il est là pour protéger les malades. Et on ne peut pas se permettre la moindre entorse. On a juste, il y a un cas où on peut déroger au secret médical, c'est lorsqu'il y a maltraitance envers enfants. Dans ce cas, on doit le signaler. Bon. Envers personnes fragiles, disons. On doit le signaler. Ou alors, le juge peut, par un arrêt de justice, nous demander, dans tel cas bien précis, d'être libéré du secret médical. Sinon, nous n'avons pas le droit. On n'entend pas vraiment parler. Hein. Moi, je suis un petit peu là, les informations à droite à gauche. Et ce que vous êtes en train de dire, merci, parce que CLC Média, ça sert aussi à ça. On éveille peut-être ce soir... quelques consciences, je ne sais pas, en tout cas, mais c'est pas très surprenant. Alors peut-être qu'on va en parler, parce qu'il y a quand même, je pense, des médecins comme moi, et puis je ne suis pas le seul, vous aviez tout à l'heure une interview d'un médecin qui a fait passer sur Facebook, qui circule, qui dit la même chose. Je voulais la diffuser. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens, de médecins qui vont s'élever contre ça, parce que sinon, on va vers une société... Bon, moi, je suis en fait de vie. Je suis peut-être dans la dernière partie de ma vie. Mais j'ai des enfants, des petits-enfants. Ça va peut-être pas être drôle. Bon, je reviens à ce déconfinement qui est pour là dans quelques jours. Est-ce que pour tous les particuliers, les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y aurait un conseil de prudence? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut être prudent comme... on est en train de nous décrire par rapport à la situation. Est-ce que, parce que on essaie de faire peur aux gens, bien évidemment. Bon, moi, je ne me laisse pas trop prendre à l'hameçon, comme on dit, mais alors, il ne faut pas sombrer dans l'hystérie sécuritaire, mais il y a des choses simples. Si vous êtes en groupe, à plus forte raison, si vous êtes dans les transports en public, portez un masque. Ce n'est pas vous que vous protégez, c'est celui qui est en face de vous que vous protégez. Et s'il en a aussi, vous êtes vous aussi protégé. Donc le port du masque, se laver les mains, se désinfecter les objets qu'on a pu toucher. Tant que le virus ne s'est pas suffisamment éloigné, il faut continuer à le faire. Et puis sinon, allez au soleil le plus possible, allez au grand air, faites-vous bronzer parce que vous allez comme ça synthétiser de la vitamine D. La vitamine D, c'est bon contre les infections. Et puis vivez normalement, quoi. La personne me demande, docteur Jacques-Michel Lacroix, j'aimerais, donc c'est Geneviève, toujours, j'aimerais que vous donniez les références concernant les 55 € afin de pouvoir diffuser en masse dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible? Moi, je vais vous dire l'article que j'ai là sous les yeux, mais j'en ai lu d'autres. C'est un article qui est sur le site de egora.fr. Egora.fr, Geneviève. Voilà, qui est une revue médicale. Je pense que accessible à tous. Je ne sais pas. Vous avez un code peut-être pour y accéder. Oui, mais si on en a chacun. Mais moi, je pense qu'en faisant une recherche sur Internet, on doit trouver assez facilement. On doit le trouver parce que ça vient de sortir, ça c'est récent, mais on doit pouvoir le trouver. Je ne sais pas si j'ai d'autres références. Bon, non, mais je pense que sur Internet, ça doit pouvoir se trouver, puisque c'est officiel. Donc, oui, c'est tout à fait officiel. Oui. Donc, bon, docteur Jacques-Michel Lacroix, avons-nous fait le tour de cette émission Libre Santé? Alors, vous l'aurez, il y aura un petit peu de décalage, vous l'aurez à nouveau mardi prochain, mais en rediffusion. Donc, il y aura un petit peu de décalage, puisque mardi prochain, nous aurons démarré le déconfinement. Donc là, on parle aujourd'hui
du prochain déconfinement, mais quand ça va être rediffusé, le déconfinement sera en route. On pourrait parler des heures et des heures, mais sinon, pour terminer, il y a un conseil que je peux donner pour ce déconfinement, c'est de relire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984 d'Orwell. Très bien. Voilà. Bon, sauf imprévu, bien évidemment, dans 15 jours, docteur Jacques-Michel Lacroix, pour une nouvelle émission. Si j'ai pas attrapé, si je suis pas au lit. On est tous pareils. Hein. Ah oui. Ouais, on est tous à la même enseigne. Merci d'être venu jusqu'ici et à bientôt, dans 15 jours, pour une nouvelle émission en direct. Dans quelques minutes, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans quelques minutes, on retrouve Jérôme Cosnard, monsieur le maire de Coutras, qui lui va nous parler de ce qui nous attend pour le déconfinement, des dispositions prises par la municipalité, bien évidemment. On a eu ici, nous, à CLC, quelques questions, surtout par rapport à l'école. Et donc, on va en savoir plus dans quelques minutes. Restez à l'écoute. À tout de suite.